Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et bonne année à tous et à toutes également. Au sommaire de cette édition de Samedi Sport, Cannes 2015, le Cameroun est-il un outsider dans son groupe? Ensuite, Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo a été élu. Son sort suscite déjà des contestations. Quelles en sont les raisons? Et pour sortir de cette édition, on va s'intéresser à la polémique qui enfle au Barça avec le cas Lionel Messi. Voici pour vous, messieurs et dames, Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel des spécialistes, bien sûr, qui est aujourd'hui constitué d'une journaliste qui a longtemps exercé du côté du Québec et qui est aujourd'hui avec nous, qui fait partie, n'est-ce pas, de nos invités. Lydie Abiko, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe des panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que les fêtes ont été pour vous. Oui, les fêtes ont été, ça se voit pas. Effectivement, ça se voit. À ses côtés, on ne présente plus Cestin Djamène, l'As des As. Cestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Yedi, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous mes voeux de santé et de santé encore. Ah, très bien. Et à sa droite, enfin à ma droite, bien sûr, un autre qui fait sa place parmi nous, bien sûr, Georges Kimbous. Georges Kimbous, bonsoir. Bonsoir Edith, meilleurs vœux à vous, à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs. Et pour clôturer, un confrère, plutôt je dirais, Marc-Lionel Chouamou de Radio Sport Info, qui est avec nous ce soir. Marc-Lionel Chouamou, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous et surtout bonne année. Voilà. Très bien. Voici pour vous la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive présentée par Bertrand K. Au montage, Calvin. Bonjour, je suis Mourad Djala, je suis président du rugby club toulonnais. Suivez Samedi Sport sur Canal 2, Canal 2 international. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Média Presse de ce jeudi 15 janvier 2015. Ce matin, dans The Mirror Sport en Angleterre, le quotidien nous informe du coup de transfert de l'étoile filante du football africain, Wilfried Bony, à 28 millions de livres. Tottenham et son franchise Capoui se sont qualifiés pour les 16e de finale de la FA Cup en remportant leur replay face à Burnley, 4-2 ce mercredi. Southampton, privé de Toby Alderweireld, blessé, en a fait de même sur la pelouse d'Ipswich Town, 0-1. Au Portugal, le quotidien Abola nous informe ce matin que Ronaldo aurait été sacré meilleur joueur portugais de tous les temps par la Fédération portugaise de football. Cependant, Tanaka du Sporting et Pizzi du Benfica réclament plus de temps de jeu. El Corriere dello Sport, le quotidien italien, nous informe que Cavani serait en négociation avec la Juventus. Tout cela serait évident avec le départ éventuel de Paul Pogba en direction du PSG et cette probable arrivée semble être aussi la volonté de Massimo Allegri, le coach de la vieille dame. La rencontre de Coupe d'Espagne entre le Real de Madrid et Atlético de Madrid ce soir à 20 h à Santiago Bernabéu est déjà annoncée par le quotidien comme étant la rencontre du chaos pour chacune des deux équipes. Ce sera le duel de la meilleure attaque face à la meilleure défense et cette phrase choc de Diego Simeone, je ne m'imagine pas une rencontre calme. Selon le quotidien AS, la meilleure équipe du monde, notamment le Real de Madrid, n'a de rival qu'un autre club de la même ville, soit Atlético de Madrid, et ce soir, ce sera la première finale de la saison. Le quotidien Sport nous informe ce matin que la FIFA, après le FC Barcelone, vient d'ouvrir une enquête contre le Real de Madrid pour le recrutement de joueurs mineurs. Du côté du Barça, Luis Enrique semble faire la paix avec Messi, avec sa déclaration « J'espère que Messi continue beaucoup plus longtemps au Barça ». En France, l'équipe revient sur l'Olympique lyonnais qui semble remontrer les dents et qui pourrait s'installer pendant un moment à la tête du championnat de France. Ce qui sera à féliciter avec la politique mise en place par son président Jean-Michel Aulas. À la une également, rencontre des 3 sélectionneurs français, Tilly, Onesta et Collet, pour un entretien exclusif de la réussite du sport français. Et que dire de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka, qui est donc la première écurie africaine de l'histoire à participer au Tour de France.
France Football consacre sa une au sacre de Cristiano Ronaldo à la cérémonie du Ballon d'Or en indiquant pour cette édition l'ensemble des votes et les raisons du sacre de la star portugaise. Sans oublier que le quotidien en mémoire des victimes de l'attentat survenu en France est Charlie. Vous, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Alain Marchal d'RMC BFM TV. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Canal 2 International. Pensez au rendez-vous. À la réponse de Bertrand, à l'idée de savoir qui nous sommes, eh ben, nous sommes citoyens du monde et sensibles à toutes les causes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors on va entamer le Breaking News ce soir qui sera consacré, n'est-ce pas, à l'actualité de la semaine, bien sûr. Et pour évoquer cela, on va s'intéresser à une actu autour du PSG que vous allez voir en image, autour du président Nasser qui était du côté de Bastia le week-end dernier, avec une banderole qui n'est pas passée inaperçue, que vous allez d'ailleurs voir en image, sur lequel c'est marqué « Le Qatar finance le PSG et le terrorisme ». Alors, avec vous, c'est Benjamin, justement, vous qui êtes Charlie, hein, permettez-moi la transition, quelle est votre réaction par rapport à cela? Oui, je suis Charlie parce que je suis du côté des victimes toujours. Je pense qu'il faut défendre non pas les causes, mais les bonnes causes en général. Je crois qu'on a d'abord droit de s'exprimer que ce soit par la plume, par l'expression artistique. Je crois qu'il faut respecter cela. Et le fait d'écrire ou de dessiner ne doit pas être le motif d'un assassinat. Bon, maintenant, je crois que concernant Nasser, le PDG, le président du Paris Saint-Germain, il faut éviter les amalgames. C'est tout à fait normal que le club de foot soit financé, hein. Bon, maintenant, si son pays d'origine finance, entre guillemets, le terrorisme international, ça c'est une autre affaire qui n'a pas sa place dans le sport. Le sport doit rester le sport et tout amalgame me semble extrêmement pernicieux. Il faut arrêter à ce niveau-là. Très bien, vous c'est Benjamin. On va évoquer un autre sujet, toujours autour de ce Breaking News, avec le cas Federer qui, face à Milos Raonic, lors du tournoi de Brisbane, n'est-ce pas, a atteint sa 1000e victoire. Alors, c'est Georges Gimbos Federer qui arrive à ce niveau. Franchement, c'est décidément un exploit impressionnant. On va voir l'image, bien sûr, Federer, lors de ce tournoi. Bien entendu, Federer, on le présente plus, c'est un excellent athlète. 1000 victoires, sachant qu'il a démarré sa carrière en 1998, il me semble, donc ça fait moins de 17 ans. 1000 victoires en moins de 17 ans, ça fait presque 60 victoires quand même pour chacune de ces années passées sur les courses. C'est tout simplement impressionnant. Et bon, il faut dire quand même qu'il n'est pas le premier joueur à réaliser un tel exploit, c'est le troisième dans l'histoire. Il y a eu, comment il s'appelait, il y a eu Ivan Lendl, Oui. et il y a eu Jimmy Connors, je crois, qui est le premier. Ensuite, il y a Ivan Lendl et maintenant il y a Federer. Bon, il y a de fortes chances, à mon avis, qu'il rattrape Lendl, mais avec Connors, ça va être un peu compliqué. Donc il faut saluer cet exploit et c'est formidable. Très bien. Avec une autre actualité toujours autour d'une autre discipline sportive, notamment le handball. Rappelons-le, hein, la Coupe du Monde de handball se déroule du côté du Qatar, comme vous voyez en image, bien sûr. Avec vous, Lydie Abeko, nous avons certaines nations qui sont telles que la Suède, qui était vice-championne d'Europe, en compagnie de la France, championne d'Europe, et l'Espagne, championne du monde. Est-ce que pour cette compétition qui se déroule incessamment sous peu, vous avez ce sentiment qu'une fois de plus, on peut voir certaines nations comme l'Espagne être hyper présente, et pourquoi pas la France? Oui, je pense qu'en fait, en termes de handball, la France se présente comme quand même une valeur sûre. Et je pense également que l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a des sports comme le volleyball, comme le handball, ce sont en général les mêmes équipes qui gagnent. Donc je pense qu'on aura une formule qu'on a déjà vue. Rien de trop différent cette année-là. Justement, en parlant de la France, nous avons eu le capitaine justement de cette équipe, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, Jérôme Fernandez, qui à son arrivée du Qatar avec la sélection française nous a accordé un entretien exclusif pour cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2. Je vous prie à suivre, je rappelle, monté par le génie de Canal 2 International, Joseph K. Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de France, bienvenue dans cette édition de Samedi Sport. Bonsoir. Alors Jérôme, comment se passe la préparation avec l'équipe de France actuellement? Bah écoutez, ça se passe très bien. On a démarré le 26 décembre avec des joueurs qui ne coupent pas dans le même état de forme, puisque les championnats n'arrêtent pas au même moment. Mais en tout cas, là, sur l'ensemble de la préparation, on a un très très bon travail individuellement, sur le plan de santé physiquement. Et sur le tournage de préparation, on s'est senti vraiment très fort.
comme équipe. Donc je pense qu'on est prêt pour commencer ce championnat du monde. Alors, Jérôme, on note le forfait de Yannick Dabalo. Comment ça va se passer avec le groupe éventuellement? Ça se passe bien parce que le forfait de Luc était prévisible dès le début. C'est pas une blessure qu'il a eu en cours de préparation. Même si on espérait qu'il soit du voyage, on s'était préparé à son absence. Et bon, on sait que ça sera forcément différent sans lui. Mais par le passé, l'équipe a été capable de gagner des titres avec des joueurs qui étaient absents et blessés. Donc, ce qui est important, c'est que l'équipe essaie d'être un nouveau champion du monde et qu'elle se qualifie pour les prochains Jeux olympiques et Luc redonnera en flamme pour les prochaines échéances. Très bien. On note également votre arrivée du côté du Qatar aujourd'hui. Au niveau de la température, comment ça se passe exactement? C'est très agréable. J'avais eu l'occasion de venir au mois d'août et au mois de novembre. Et c'est vrai que les températures étaient très chaudes. Là, par contre, c'est vrai que la nuit, il fait frais et la journée, c'est plutôt agréable, hein, puisqu'on est juste au-dessus des 20 degrés. Donc, c'est, je pense, des conditions idéales pour nous, pour le handball et puis pour se déplacer après pour les entraînements. C'est vraiment parfait pour nous, quoi. Alors, le groupe de Claude Nesta, est-ce que vous sentez qu'il est capable de rivaliser avec la Suède, qui est vice-champion d'Europe, et éventuellement l'Espagne, champion du monde? Ça va être forcément très compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent prétendre au titre de champion du monde. Je pense qu'une équipe comme le Qatar aussi, sur ce terre, va être capable de faire des belles choses et peut-être de se hisser dans les derniers carrés. On va même sur le podium, donc il va y avoir une bonne lutte pour arriver sur le podium de ce championnat du monde parce que tout le monde a aussi envie de se qualifier pour les Jeux olympiques et de rentrer dans les 7 premières places qui seront qualificatives pour un tournoi qualificatif olympique au mois d'avril 2016. Donc je crois que tout le monde va arriver très très motivé sur cette compétition. Très bien, merci Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de France. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif dans cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International au Cameroun. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Oui, effectivement, c'était Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de France, qui était sur cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2. On remercie une fois de plus le dénommé Manolo pour la qualité du montage, bien sûr. On en profite pour évoluer autour de ce Breaking News avec notre actualité autour du cyclisme, avec l'écurie MTN Kubeka, que vous allez voir en image, qui dorénavant fera partie des équipes invitées pour la prochaine édition du Tour cyclisme, notamment Bretagne, Séché, Cofidis et Europcar et MTN Kubeka. Alors, je reviens avec vous, Georges Gimbous, autour de cette actualité. MTN Kubeka qui a eu le mérite, le privilège d'être invité. À votre avis, qu'est-ce que cela signifie pour cette écurie? Cela signifie tout simplement que le travail qu'ils accomplissent depuis quelques années est en train d'être récompensé. Il y a un de leurs membres qui a été champion du Tour de Turquie il y a quelques temps. Ils ont participé au Tour d'Espagne, ils ont participé à d'autres compétitions en Europe. Et c'est une très bonne chose pour le sport africain en général parce que certains sports sur notre continent sont un peu lésés et des jeunes qui les pratiquent se sentent un peu délaissés. Donc, par l'exemple de cette belle équipe, on espère que ça va susciter de nouvelles vocations. Là-dedans, il y a 20 membres, je crois, dont 11 Africains. Et on va avoir certainement en juillet prochain le premier coureur d'origine africaine, d'origine du continent noir africain qui va participer, je crois que c'est un Érythréen qui va prendre part au Tour de France. Ce sera une grande première. Je pense qu'il n'est pas caché à l'image. Voilà, donc je crois que c'est celui au centre avec... les cheveux un tout petit peu frisés, oui. Voilà, donc le Tour de France est déjà particulièrement suivi en Afrique et au Cameroun, donc ça va être une occasion supplémentaire pour les téléspectateurs de suivre avec attention ce tour. Ce sera aussi une occasion de démontrer aux yeux du monde que cette discipline n'appartient pas qu'aux autres, bien sûr. Alors avec vous, Marc Chameau, McDonald Chameau, notre actualité, cette fois-ci autour du football, avec un scénario assez rocambolesque, le dénommé Grégoire Kama, qui a vu son contrat être résilié, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, McDonald Chameau? On va tout simplement dire que la nouvelle d'abord de ce transfert du côté du Cameroun fait un tollé général parce que l'affaire de Albert Bossé, son décès est encore en suspens, puisqu'on ne connaît pas encore totalement les causes de sa mort, donc il n'y a pas encore la lumière au niveau de son affaire, que
la JSK décide de nous arracher le co-meilleur buteur du championnat, on le rappelle, avec 16 buts. Et ça ne pourrait pas passer inaperçu parce que c'est quand même Gaël Kama, même si le championnat camerounais n'est pas aussi valorisé que ça. Ça montre que la GSK s'est bien informée sur le joueur. Je rappelle que le contrat a été négocié bien avant la fin du championnat avec l'ancien directeur général de la Panthère, qui est Nian Norbert, autour du mois de juin, si je ne me trompe pas. Et puis en décembre, ça a été finalisé. Et vous connaissez tout le travail qu'il y a à la Panthère, tous ces problèmes de direction et tout ça entre Calvin Japa et Nian Norbert. Donc c'est Nian Norbert qui a continué à faire la transaction, même étant hors de la direction de la Panthère. Est-ce que cela c'est admissible, selon vous, qu'un ex-président continue à mener des démarches au nom d'un club alors que c'est plus le normal? Je veux dire qu'officiellement, il avait encore les papiers avec lui. C'est ce qui est bizarre. C'est qu'au niveau de la JSK, on sait que c'est lui qui a représenté le joueur, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec l'agent du joueur face à la JSK. Donc, c'est à lui qu'on fait confiance. Si vous voyez un bonhomme arriver, il vous dit c'est moi le nouveau dirigeant de la Panthère, vous tapez les sites d'information, vous ne voyez rien du tout. Au niveau de la FECA Foot, on a mis du temps à valider cette information-là. Donc, je veux juste dire que Gaël Kama, quand même, arrivé à la JSK, moi, je pense que ce n'était pas une très bonne chose pour la famille des Bossé, également pour le Cameroun. Mais quand je me mets à la place du joueur, je trouve que le problème se situe au niveau de l'agent. Parce que c'est l'agent, il y a eu plusieurs offres quand même sur la table pour Gaël Kama en France et en Algérie, pas seulement la JSK. Pourquoi avoir choisi la JSK? Je pense que la JSK a mis plus d'argent que les autres clubs parce qu'on veut redorer un tout petit peu le blason, essayer de se faire pardonner puisque par vous parlez de plusieurs offres qu'il y aurait eu, si ce contrat est résilié, il peut rebondir ailleurs. Oui, il peut rebondir, ce n'est pas une fatalité, mais le problème c'est qu'il y a quand même un choc parce que l'argent était déjà presque transféré petit à petit. Il faut maintenant rembourser et on n'est pas sûr que le joueur ait un transfert. Et il doit revenir au Cameroun à la Panthère sportive Unité. Le championnat n'a pas encore commencé. La liste de la Panthère est déjà allée à la CAF pour la Coupe de la CAF. La Panthère risque de jouer sans lui parce qu'on savait qu'il ne devait plus être là. Et Calvin Japa, qui est le directeur, dit ne pas approuver la décision du conseil d'administration qui finalement a un tout petit peu pris en étau parce que le directeur était prêt à lâcher le joueur parce qu'il disait qu'au lieu de payer un joueur à 80 000 francs alors qu'il aura 8 millions de francs CFA, imaginez combien de zéros passe de 80 000 à 8 millions de francs CFA, on essaie de se mettre à la face du joueur. Je crois que c'est au niveau de l'agent qui aurait dû cibler un autre club parce qu'actuellement, ça chauffe à la JSK. Et je pense que la JSK essaye de se faire pardonner. Avant la réaction de Diabeko, juste te rappeler qu'effectivement, Grégoire Kama s'est vu remplacé par un autre Camerounais, le dénommé Raphaël Collé, que vous allez voir en image, qui a également signé il y a quelques jours du côté de la JSK Kabylie. On peut aussi rappeler que Jean-Guy Walem est désormais le futur entraîneur de ce club. C'est le quatrième en un an. En très peu de temps, oui. Didier Abeko, la réaction de Didier Abeko. Je voulais juste dire que c'est surtout un tollé au niveau de l'éthique et qu'il y a un souci pour l'instant. Tant que l'affaire est bossée, je pense que M. Jamel Messoura ne sera pas réglée et je pense qu'elle ne pourra pas être réglée parce qu'il y a quand même un précédent qui est très très difficile à oublier. Et pourquoi un Camerounais pour en remplacer un autre? Pourquoi la JSK Kabylie? Je pense, Grégoire Kama est quelqu'un qui a d'excellentes performances, on ne peut pas le nier, mais on a l'impression qu'il s'acharne à vouloir absolument prendre un Camerounais pour remplacer un autre, histoire peut-être de se faire pardonner l'impardonnable. Voilà. D'accord, très bien. Oui, Georges Guibou, ça rapidement. Bon, déjà, très rapidement, le pauvre Kama, compte tenu des problèmes qu'il y a au sein de l'administration de son équipe, quel que soit l'endroit où il aurait signé, il y aurait eu le même problème parce que son transfert international n'aurait pas été validé, donc le problème aurait été exactement le même. Maintenant, pour ce qui est de l'éthique sportive, je suis désolé, c'est ça la dure loi du sport. Des gens décèdent, la JS Kabylie n'a pas été suspendue, n'a pas été condamnée par un quelconque tribunal. Donc on ne peut pas reprocher à un joueur de vouloir continuer sa carrière dans un club qui le sollicite. Je ne vois personnellement pas de problème d'éthique et ce d'autant plus qu'il multiplie quand même son salaire par 100, le pauvre. Ceci étant dit, c'est un domaine, je vous en prie. On va évoluer sur un autre sujet autour de ce Breaking News. Oh, vous avez tout le temps de rebondir, je pense. Ce sujet précis, parce qu'en vérité, vous avez les bonnes techniques. Vous avez les bonnes techniques pour le faire. Et permettez-moi justement de vous tendre la perche pour juste, non, je ne vous censure pas, loin de moi. Alors juste autour de cette actualité concernant Joseph-Antoine Bell, qu'on va voir en image, qui a été désigné pour faire partie des membres du comité d'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, la question qu'on se pose, l'analyse qu'on a envie de faire, c'est de se dire qu'on l'a longtemps suivi entre guillemets, dans tous les coups pour l'Africa Foot, etc. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le système en place est en train de lui dire, bah, écoute, toi on te place là, et on espère que tu ne la ramènes plus? Bon, le Cameroun, on dit souvent c'est le Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, Bell a eu des prétentions pour ce qui concerne la candidature pour l'Africa Foot.
Je pense qu'il avait déjà fait en 98, mais ça a mal tourné pour des raisons qu'on sait. Et aujourd'hui, il a vraiment de vraies ambitions pour essayer de briguer la tête de l'Africa Foot au Cameroun. Qu'on essaie un peu de le recaser ailleurs, pensant le décourager au niveau de l'Africa Foot, je pense que c'est un peu ridicule. Parce qu'en vérité, quand on a un challenge pour soi-même, quand on a des ambitions, c'est d'abord parce qu'on a une réelle motivation. On a envie de faire quelque chose pour son pays, pour l'Africa Foot dans le cas de l'espèce. Alors pourquoi chercher absolument créer une certaine ruse ou des petits vices qui le mèneraient à trouver un chemin qu'il n'a pas choisi à l'origine? Ça, c'est des pratiques qu'il faut définitivement enterrer dans ce pays. Parce qu'on a besoin de talent, de valeur, the right man at the right place. Donc, je trouve parfaitement ignoble qu'on puisse, par des petites stratagèmes, essayer de le décaler là où il n'a pas envie d'y aller. Et je crois qu'aujourd'hui, Bell a toutes les qualités, je le pense vraiment, profondément. En plus, sachant que ça ne vous arrive pas souvent. Non, non, pourquoi c'est un compatriote que j'ai toujours admiré en tant que sur le plan sportif. Je pense autant sur le de plan du convictions. management. Non, bien sûr, sur le plan du management, je pense qu'il a les qualités requises pour diriger l'Africa Foot. Je pense que Ben nous sera d'une très grande utilité. Il serait vraiment dommageable qu'on essaie par certaines stratagèmes, comme je l'ai rappelé, de le faire partir de là. Il faut simplement savoir qu'il y a des candidats qui sont actuellement en poste pour cette fonction-là. Tombia Rocco, même si je pense qu'il est juge de parti, il faudrait que toute la famille, toute la clique de Iya Mohamed s'en aille définitivement. Donc je ne suis pas pour la candidature de Tombia Rocco. En revanche, Bell et les autres doivent absolument être validés dans leur candidature. Donc, Bell ambitionne ce poste parce que je pense qu'il le ressent vraiment, il a des qualités. Et je ne suis pas le seul à le penser, en tout cas je l'espère. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes sortes de manières de le faire partir de là serait vraiment demoiselle. C'est Stenjamin qui a encore démontré qu'il n'en loupe pas une. Lui, il dit avec Non, bien sûr. Donnez mon opinion. Je veux dire. Mais Célestin, oui. J'allais dire, je propose pour essayer d'être moins politique et peut-être un peu plus technique. Pas la politique, Lydie. Non, je veux dire par là que... Non, je ne suis pas sur les politiques aussi, mais je veux dire, Joseph-Antoine Bell, pour moi, j'essaie de voir ça de façon... autre qu'un stratagème pour le mettre KO dans les élections. Je pense surtout que c'est un incontournable au niveau régional, au niveau continental, au niveau international. C'est quelqu'un qui, pour le comité de préparation, est une des personnes, sinon la personne la mieux outillée pour faire partie de ce comité. Donc je pense que la question ne s'est pas posée, en tout cas je n'en sais rien, au niveau de savoir si c'est une façon de le détourner ou pas. Pourquoi lui pas un autre? Mais parce qu'il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il était d'ailleurs tellement content, il a remercié. L'organisation, ça dure un instant. Il est important de dire une chose. Il a remercié la présidence pour cette mais non, mais non. Il a accepté volontiers, on ne l'a pas casé comme un enfant, il est content d'être là-bas. Il s'est toujours porté ouvert, il s'est toujours dit disponible à travailler pour le football camerounais. On a la responsabilité d'organiser un événement qui peut promouvoir, n'est-ce pas, la qualité le Cameroun et le rayonnement du pays. Donc c'est son devoir. C'est pour ça que je dis que son si devoir c'est un subterfuge, d'accepter avec les qualités qu'il a. On n'en disconvient pas, Lydie Abeko, Georges Guimbous également. On va évoluer avec notre sujet toujours autour de ce Breaking News, avec cet élément que vous avez vu en image autour de Paul Pogba, qui est annoncé d'après le quotidien italien Tuttosport, qui évoque une éventualité réelle que Paul Pogba puisse rejoindre le Real Madrid la saison prochaine autour de 100 millions d'euros. Alors, avec vous, Georges Guimbous, justement, qui voulait avoir la parole, on vous la donne, la parole. Une réaction par rapport à ce sujet autour de Paul Pogba, le phénomène Pogba, d'ailleurs. Paul Pogba, jeune joueur français très talentueux, à fort potentiel. Je soupçonne fortement qu'il ne termine pas la saison. L'hiver, peut-être il terminera à la Juve, mais je soupçonne fortement qu'il ne renouvelle pas la saison prochaine avec la Juve parce qu'il y a eu une renégociation de son contrat il y a quelques mois et on sait très bien dans les clubs, c'est un stratagème des fois pour revaloriser le joueur sur le marché international. On l'annonce au Real de Madrid, ça va être assez compliqué à mon avis. Je le vois beaucoup plus proche du PSG, vu qu'il y a beaucoup de velléités de départ du côté du PSG, notamment autour de Cavani, autour de Lavezzi. Donc avec le fair play financier, si le club de la capitale française parvient à se débarrasser de deux gros cadres, ils auront les moyens de faire venir un joueur comme Paul Pogba qui leur sera plus utile à mon avis qu'au Real de Madrid. Très bien, on va donc évoquer le premier sujet de cette édition autour de la CAN 2015 avec le Cameroun qui est, on va s'interroger si effectivement c'est un outsider ou pas dans son groupe et éventuellement les différents adversaires de cette poule. Alors avec nous pour en parler, Marc Lunet-Chameau, le journaliste comme je disais tantôt de Radio Sport Info, qui va un tout petit peu déjà nous faire une analyse de l'état de la section camerounaise qui semble ne pas être très très fameuse, Marc Lunet-Chameau. Bon, c'est vrai qu'après le match amical
d'hier face au CF Mounana, qui est une équipe de première division au Gabon, on sait très bien, formée en 2006, qui a participé au premier de la Ligue des Champions en 2013. C'est une équipe toute jeune, mais surtout avec des joueurs qui ont perdu leurs internationaux parce que les internationaux, Cannes oblige, sont avec le Gabon, quelques joueurs du CF Mounana. Les Lions n'ont pas du tout rassuré face au CF Mounana. Pourquoi? Parce qu'on a regardé la composition d'équipe, on a vu qu'il y avait pas mal de titulaires, quand il parle de titulaires en puissance, pour débuter cette CAN. À part le gardien Diasembe qui était dans les buts, en défense centrale, Tchedjo est venu justement pour pallier l'absence de Stéphane Bia avec Koulou. Derrière, on a peut-être vu en 62 minutes Koulou avec son fameux genou gauche qui est sorti, je crois, pour essayer de ne pas prendre une sacrée blessure, essayer d'être prudent. Côté gauche, Bedimo, qui, sur ces 2 derniers matchs amicaux, a franchement inquiété parce qu'il n'a même pas de précision dans les centres. C'était difficile de barrer, il s'est fait déborder à tout moment. À droite, Oyongo Bitolo, un gaucher qu'on fait toujours jouer à droite, alors qu'il mériterait jouer vraiment à ce poste de latéral gauche, mais on n'a personne à droite. Et puis au milieu de terrain, on retrouve un milieu de terrain avec Eyon Eno, Mandjaki et Choupo, qui doit normalement débuter la CAN. Donc on se pose des questions parce qu'il y avait trop de déchets au niveau du milieu de terrain. Et puis sur les couloirs, le coach doit faire son choix. Anto Moukandjo et Clinton Dié qui depuis 4 matchs est la tête en dessous. Moukandjo également qui manque de repères, désordonné tactique hors pair. Et puis sur l'autre côté, Sali qui a disputé tous les derniers matchs des Lions, c'est-à-dire depuis qu'il est rentré comme titulaire sur les 2 derniers matchs de qualification, il a disputé tous les matchs amicaux. Ils sont 2 à l'avoir fait, Bedimo et lui, lors de cette préparation. Donc je pense que Sali Ega va débuter cette CAN. Et puis en pointe, il y a un véritable casse-tête. Après la prestation de Franck Etoundi face à la RDC, le petit frère de Stéphane Mbia. Voilà, justement, et on pensait que c'est parce qu'il a un lien de familiarité avec Stéphane Mbia qu'il est dans cette sélection que non. Parce que c'est le 2e meilleur attaquant des Lions en termes de statistiques en championnat, toute compétition confondue. Il a 10 buts. Avec ce match amical également. Justement, en parlant de Franck Etoundi, on va revenir sur son aîné, Stéphane Mbia, la situation des blessés qu'on voit en image, justement, Stéphane Mbia. Pour faire un point avec vous sur ces blessés, l'infirmerie au niveau de la tanière, qu'en est-il exactement? Bon, au niveau de l'infirmerie, c'est vrai que Stéphane Mbia, on a aperçu sur le banc de touche, pas en tenue de match. Il a repris l'entraînement avec le groupe, donc on sait qu'il est suspendu pour le premier match, donc ça devrait le faire pour le 2e match. Mais Nicolas Nkoulou, c'est là la grosse interrogation, parce que s'il n'est pas apte pour le premier match, et je doute fort qu'il soit titulaire, parce que j'ai vu l'état dans lequel il est sorti, il avait la peine à aller au duel, et il boitait légèrement. On peut craindre le pays, parce que Tchedjou, qui est revenu, on a l'impression qu'il ne veut pas trop jouer, on a l'impression qu'il ne se sent pas encore en phase avec le groupe, parce qu'il n'a pas participé à la période de qualification avec cette équipe des Lions. Donc, on va associer qui derrière? Bagnac, le jeune Bagnac, qui a joué quand même un match et demi. Qui joue avec la réserve de Barcelone. C'est vrai qu'avec la réserve de Barcelone, il a près de 1180 minutes de temps. Qui a le mérite de jouer tout de même. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, il joue. C'est pas le cas de tout le monde. Je ne refuse pas, même si c'est en Liga Adelante, c'est le mérite quand même de jouer. Soit c'est Guillota, soit c'est Raoul Loé. Donc finalement, on se demande quelle paire centrale on a. Et Dieu sait que dans une équipe nationale, lorsqu'on a une bonne défense centrale, là-bas, c'est d'abord la défense centrale et un bon gardien. Voilà. Justement, Marc, je reste encore, je me permets aussi avec Georges Guimbou sur ce sujet, bien sûr, sur un cas qui me semble assez curieux. Alors, c'est le jeune gardien Fabrice Ondoa qu'on a vu qui a véritablement des qualités. On a tous observé, on le sait tous d'ailleurs, qu'au sein de son club, en Liga Adelante, notamment en réserve du FC Barcelone, il n'est pas titulaire, il n'a pas joué un seul match toute cette saison. Ouais. Mais, néanmoins, en équipe nationale, il est titulaire. Cependant, mettons de côté le Kakamini, dont on sait qu'on a écarté, il n'y a pas de souci. Au sein du même club, à Barcelone, il y a un autre Camerounais dont on sait qu'il est meilleur que lui. Déjà, au sein du club, on le dit, les médias le disent, et au Cameroun, ceux qui les ont encadrés le disent et le pensent. D'ailleurs, la preuve en est que, ayant que 18 ans, le dénommé Onana, qu'on voit en image, il a récemment signé du côté de l'agence d'Amsterdam, mais, c'est-à-dire que, concernant le Cameroun, on n'évoque même pas son cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette analyse? Est-ce que c'est une analyse typiquement camerounaise parce qu'on l'a tout vu par ailleurs? Que se passe, le Magdalene Chombo? Je crois que le petit tour que Volker Fink avait fait du côté du centre technique d'Odza, de la FECAFoot, lors de la préparation des juniors, pendant les périodes de qualification, il avait vu Ondoa jouer. Je crois qu'il a été marqué par Ondoa. Et la situation avec Onana et Ondoa, elle est différente parce que c'est 2 garçons qui ne jouent pas dans la même catégorie, il faut le préciser. Oui. Ondoa joue avec Barcelone B, la réserve, et puis Onana joue un cran en dessous. Ouais. Il a 18 ans, Ondoa a 19 ans. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Et en termes de talent, Onana est plus talentueux et même compétent parce qu'il joue
avec sa génération. Et son contrat à l'Ajax, même. Lui, il peut signer à l'Ajax. Et je pense qu'on va bientôt trouver un club parce qu'avec les prestations qu'il fait quand même avec la NAT. Ouais. Je crois que ça l'a beaucoup aidé quand même d'enchaîner les matchs avec la NAT. La période, ce que la CAF a proposé cette fois-ci pour se qualifier pour la CAN 2015, a un tout petit peu rapproché les matchs de qualification, c'est-à-dire on joue 2 matchs par mois. Ce n'est plus un match chaque mois, donc on peut capitaliser dessus. Et puis je rappelle, même s'il a été 7 fois remplaçant cette année avec son équipe de Barça B en championnat, il n'a aucune minute, je rappelle. Donc il a joué 540 minutes, si je fais bien le calcul, avec les Lions. Donc, il a joué tous les matchs, les 6 matchs avec les Lions. Il a joué 2 des matchs amicaux avec les Lions. Donc en peu de temps, il a pu jouer en 6 mois avec les Lions qu'avec son club. Voilà. Et on rappelle quand même qu'en 2014, il a joué jusqu'au mois de mai où il a remporté la Youth League. Donc, ce n'est pas comme s'il a passé toute une année civile sur le banc de touche. Donc, c'est un passage qui est un peu difficile. Mais je crois que les Lions vont permettre de le relancer. Et en plus, il a le talent. Il a tremblé seulement lors du premier match. Et je crois qu'on lui a donné cette confiance. Et ça va continuer ainsi. Mais est-ce que tout au long de la compétition, il va rester ainsi parce que la CAN, c'est quand même une autre compétition. Est-ce qu'il va pouvoir combler les attentes qu'on a mis en lui? Donc, nul ne conteste son talent, Maguillet Chomou. C'était juste la curiosité de ce cas. Alors, on évolue avec une autre section, parce qu'on va aussi s'intéresser aux adversaires, notamment du Cameroun, avec la section malienne qu'on va voir en images. Et on va essayer de comprendre. Maguillet Chomou, on affronte le Mali, le premier match du Cameroun. Alors, quels sont, à votre avis, les hommes clés de cette session? On a le capitaine Seydou Keita, qu'on va voir en image, que l'on sait qui est justement à l'AS Roma, qui fait ses preuves, dont on ne parle plus, la carrière est splendide. Mais en dehors de cela, on a également un autre élément qu'on va voir en image, Abdoulaye Diaby, le phénomène de Moucron. Alors dis-nous un mot sur ce joueur, ce gaucher. Tout ce que je peux dire sur Abdoulaye Diaby, c'est qu'il a un profil à la Thierry Henry. C'est un très bon profil. Et que Lille, qui est son club formateur, il appartient également à Lille. Il appartient à Lille. Il faut faire très attention, a tout fait pour le ramener à Lille alors qu'il est en train de faire une très belle saison en Belgique, à Mouscron, dans un club qui est dans le milieu de classement. Il a 12 buts en championnat, c'est le meilleur buteur du championnat, devant Alexander Mitrovic, un Serbe qui évolue à Anderlecht avec 10 buts. Et puis ce Diaby va donc rejoindre Lille et dans la sélection malienne. Il va apporter tout son talent. Pourquoi? Parce qu'il y a Cheikh Tidiane Diabaté qui est forfait dans cette sélection. C'est un autre profil de joueur et c'est un joueur à suivre de très près par les défenseurs camerounais. Donc l'équipe du Mali peut compter sur Seydou Keita qui est revenu au niveau avec l'AS Rome. Seydou Keita a joué cette année en Ligue des Champions 5 matchs. Il n'a manqué qu'un seul parce qu'il avait pris un carton rouge et c'était cette fameuse défaite face au Bayern Munich. 7 buts à 1, je crois. Ce match, on s'en souvient encore. Non, je buvais un coup. Pendant ce temps, je pose la question. Je pose la question à Georges Gimbous concernant Modibo Maïga, le médecin qu'on voit aussi en image, un excellent joueur qui va être sans doute l'un des hommes clés pour la confrontation face au Cameroun, Georges Gimbous. Oui, Modibo Maïga, c'est vrai que sa carrière est un peu descendante. Il avait explosé à Sochaux, il a fait un tour du côté de la Première Ligue. Il n'est d'ailleurs pas parti de Sochaux en super bon terme avec ses dirigeants. En Première Ligue, ça ne s'est pas très bien passé. Là, il est revenu à Metz. D'ailleurs, à Metz, il commence un peu à tirer de la gueule parce qu'il ne joue pas assez. Et son président, d'ailleurs, l'a repris dernièrement en disant comment il fallait qu'il respecte le choix de l'entraîneur et qu'il n'avait qu'à travailler un peu plus pour gagner du temps de jeu. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, écoutez, on va pas quand même venir nous faire trembler avec des Diaby, des Maïga qui n'arrivent même pas à s'imposer à Metz et tout. Je pense que on aurait pu penser la même chose avec le club gabonais qui nous a... Non, écoutez, moi je dis... Enfin, c'est mon point de vue, j'en sais trop rien. D'accord, les matchs de préparation, c'est des matchs de mise en place tactique. Ah, okay, quand on fait jouer 23 joueurs, c'est pas pour gagner un match, c'est pour essayer des compositions, essayer c'est pour les faire transpirer. Et bien sûr, il faut les maintenir en forme, il faut les garder dans le rythme des matchs. Et bien sûr, il faut éviter de les blesser. D'accord. Très important. On va évoluer avec le cas Henri Casper Zak, à l'idée d'essayer de comprendre. Peut-être avez-vous Sestan Jamel, qui est le sélectionneur de cette sélection malienne, si ce n'est peut-être pas lui l'homme clé de cette sélection, c'est-à-dire que l'homme qui catalyse, qui fédère les énergies pour aller de l'avant, parce qu'on sait que le Mali aujourd'hui, c'est plus, il n'y a que Seydou Keita qui est un véritable leader, Momo Sissoko et tous les autres ils sont plus là, c'est le seul véritable leader de cette sélection. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure Seydou Keita, c'est vrai, mais je pense que le football, avec tout le respect qu'on a pour les talents individuels, n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Il faut parler de la performance de l'équipe. Le Mali n'est pas une équipe vraiment négligée, parce que je me rappelle qu'en 2002, lors des demi-finales,
C'est vrai qu'ils sont pris 3 buts contre nous, mais c'est une équipe qui a fourni de bons jeux. Il faut le respecter. De surcroît, je pense qu'ils ont été demi-finalistes lors des 2 dernières CAN. C'est extrêmement important sur le plan du respect du jeu. Il ne faut pas prendre à la légère l'équipe du Mali. En revanche, vis-à-vis du Cameroun, je pense que même si on a foiré pendant les derniers matchs, comment dirais-je, amicaux, parce qu'on a quand même vu des matchs amicaux de haute facture, l'excuse du rodage de l'effectif me semble un peu léger, quoi. Je veux dire, je crois que quand on fait un match amical, il faut quand même y aller, quoi. Il faut fournir du beau jeu aux téléspectateurs. On ne va pas simplement dire, voilà, non, c'est le rodage d'effectif. Franchement, est-ce qu'on est sérieux? L'équipe du Cameroun convoque ses joueurs il y a moins de 2 semaines pour une grande compétition comme la CAN. Ce n'est pas sérieux. Alors, ils avaient tout le temps avant de faire les matchs de rodage, de roder l'effectif, je veux dire. Maintenant, quand on rentre à l'approche de la compétition, on doit avoir des matchs amicaux tout à fait corrects. Là, quand j'ai vu l'équipe, le match contre Mounana, c'est ça, du Gabon, j'ai tout vu sur le match de football, quoi. Je veux dire, c'est pas sérieux. On a besoin de voir quand même du beau jeu. Donc, pour revenir sur le Mali, je dis que. Merci le de Mali, nous avoir fait faire du rétropédalage. Non, c'est pas du rétropédalage. Je crois que les gens avaient besoin de comprendre que les adversaires du Cameroun sont des adversaires plus ou moins respectables. C'est le cas du Mali. À part peut-être la Guinée-Conakry, qui est l'outsider, qui est peut-être le petit faux follet. Je pense que les 3 autres équipes, Côte d'Ivoire, Mali, sont des équipes tout à fait respectables. Et à mon avis, il faut que le Cameroun, qui est une équipe en construction, je veux bien le croire, même si on a fait de très bons matchs éliminatoires, il faut quand même qu'on se méfie énormément. Très bien, sortons de cette sélection malienne pour s'intéresser à l'ultime équipe qu'on va rencontrer, bien sûr, la Côte d'Ivoire, qui, rappelons-le, est en stage du côté de Dubaï, et qui d'ailleurs aujourd'hui avait un match amical avec la Suède, a perdu 2-0. Avec une équipe B de Suède. Oui, bien sûr. Qui plus est, merci Chouamo pour la précision. Mais cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on va imaginer une particularité tout de même quand on voit toute la pléiade avançante, c'est-à-dire que je me permets un instant, Gervinho, Salomon Kalou, Esta Berlin, Wilfried Bony aujourd'hui à Manchester City, Junior Gadi de Bastia, Lassina Traoré de l'AS Monaco, Sedou Doumbia du CSKA Moscou, une pléiade d'attaquants. Franchement, en Afrique actuellement, je ne pense pas qu'il y ait une seule sélection qui a ce niveau d'attaquants. Mais lorsqu'elle est confrontée en compétition officielle, comme on l'a vu récemment, et comme on le voit en match amical, comme ils sont en train de le faire, comme ils l'ont fait il y a quelques heures du côté de Dubaï, ils ne tiennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un manque d'équilibre dans ce groupe, selon vous? C'est justement ça, c'est justement le grand défi des sélections où il y a une armada d'attaquants. Ça me rappelle un tout petit peu le Sénégal en 2012, avec Amara Traoré qui ne savait plus où donner de la tête. Il avait Mamadou Niang qui brillait à Marseille, il avait, je crois, Dembaba également, il y avait Moussa Sow qui était meilleur buteur de Ligue 1 France, il y avait Papi Sissi, il y avait d'autres attaquants en France qui donnaient un mot de tête à notre ami Ndamendo également. Il avait amené finalement à la CAN 9 attaquants. 9 finalement, il avait 3 milieux de terrain et arrivé à la CAN, il ne savait plus se donner la tête et il y avait des problèmes d'ego dans cette sélection. Maintenant, c'est le gros défi de Hervé Renard. Est-ce que justement, Hervé Renard, comme on voit l'image, est-ce que c'est pas Hervé Renard, comme disaient déjà certains journalistes lors du match, de la rencontre face au Cameroun, est-ce que Hervé Renard n'est pas l'une des causes de la situation? Peut-être qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre parfait dans ce groupe. Justement, d'autres avant lui n'ont pas trouvé. Je pense qu'il sait que c'est son gros défi, trouver la cohésion. Parce que c'est ça avec la Côte d'Ivoire. Ils ont une armada de bons joueurs, de bons attaquants. Hein, mais maintenant, il faut les faire travailler ensemble. Il faut savoir qui doit jouer avec qui. Et je crois que lors des qualifications, vous allez comprendre quand même que lors des 11 entrants que notre ami Hervé Renard a aligné, il a très souvent changé ses 3 attaquants. Hein. Ça a souvent joué avec Wilfried Bony. Et d'ailleurs, Salomon Kalou, qui a terminé meilleur marqueur quand même des Ivoiriens lors des qualifications avec 4 buts, n'a pas été titulaire à tous les instants. Il est souvent entré. Il a changé la face du match, que ce soit également Gervinho, Max, Alain Gradel. C'est ça, il faut trouver la cohésion. Qui doit jouer avec qui? Et il y a des égos surdimensionnés. Alors, est-ce qu'il faut mettre dans cette équipe des joueurs qui jouent localement? Et je crois qu'il a commencé à le faire avec des joueurs qui viennent du CW Sport. Il a écarté Copa Barry qui est passé 1. Il a sauté de l'étage pour descendre au 3e rang, je pense. Je crois qu'il va terminer comme 3e gardien lors de cette CAN, si je ne me trompe pas. Et puis, un jeune à Salé qui est sorti meilleur joueur du championnat ivoirien, il joue au CW Sport. CW Sport est quand même allé loin en Coupe de la CAF cette saison. Donc, je crois qu'ils sont arrivés en finale de la Coupe de la CAF, finale perdue face à Al Ahly du Caire dans les derniers instants de la partie. Donc, vous voyez, une équipe de Côte d'Ivoire, le seul problème là, c'est la cohésion. Et s'ils trouvent la cohésion, la Côte d'Ivoire risque de faire très très mal lors de ces matchs. Très bien, oui. Le football est un sport d'équipe. Ouais. Très bien, oui, Georges Guimbous, assez rapidement. Oui, le problème avec la Côte d'Ivoire, honnêtement, compte tenu de leur expérience et de leur talent individuel, ça reste un gros outsider pour cette compétition.
Mais très franchement, il ne faut jamais oublier, culturellement, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, c'est plus ou moins les mêmes pays. Il y a beaucoup de problèmes au sein de cette sélection. Il y a l'administration qui s'en mêle. Il y a des problèmes entre les joueurs qui ne s'entendent pas. Il y a Maestro qui est venu, qui n'est pas venu. Le Renard n'en voulait pas et tout. Et on est toujours en train de mettre en avant la tête de la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas oublier, la défense de la Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe pour ce niveau quand même de compétition. À gauche, on a Arthur Boka, il est complètement carbonisé. Je crois que c'est Tieni qu'on a préféré. Tieni, c'est pareil. Tieni, il est complètement carbo. L'axe central, c'est une catastrophe. Ils ont tout essayé à l'axe central et ça ne donne rien. Et effectivement, avec ce souci de la Côte d'Ivoire, on va s'intéresser à la Guinée équatoriale, à la Guinée-Conakry, autant pour moi, qui est un de nos adversaires pour cette compétition. Il y avait un joueur en particulier qui, lorsque je l'évoque, c'est avec beaucoup d'émotion, que vous allez voir en image, Ibrahima Traoré, qui en a été un ami, un ex-coéquipier du côté... Parce que vous avez 12 ans du côté de Levallois, et qui aujourd'hui est capitaine de la sélection guinéenne, qui d'ailleurs allait intervenir dans une des dernières éditions de Samedi Sport. Concernant ce joueur, Ibrahima Traoré, justement, avec vous, Marc-Lionel Chouamon, je veux juste te dire quelle est sa valeur aujourd'hui? Tu as dit son impact au sein de cette équipe de la Guinée en tant que capitaine. Je crois que c'est lui qui doit amener cette nouvelle génération, parce qu'on a un tout petit peu fait la scission entre la génération de notre ami, l'ancien Bordelais, je me souviens bien, je trouvais son nom, Pascal Feindouno, et notre ami Ismaël Bangoura, qui n'est pas venu à cette CAN. Je crois qu'il a compris qu'il y a une nouvelle génération qui est en marche, et Ibrahim Traoré est là pour fédérer justement tous ses coéquipiers autour de lui. C'est un groupe jeune, c'est un groupe qui va surprendre, je vous le dis, avec Michel Dussuet qui est là, avec les arrêts de salaire. Il n'est pas parti, il est là, il aime cette formation du Sili national. Et Ibrahim Traoré, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, en Allemagne, on rappelle, en Allemagne, et qui a quand même très peu de temps de jeu, il faut le souligner. Est-ce qu'il va justement se mettre à la hauteur des autres, qui eux en championnat sont bons? Et je pense que dans cette équipe de la Guinée, je pense que ce n'est pas trop lui qu'on va voir, même s'il a marqué en amical lors de la superbe défaite, si je peux dire ainsi, face au Sénégal, 5-2 en amical. Il y aura un très grand apport. Je crois qu'il faut retenir ce nom. Il s'appelle Sedou Bassouma. C'est un attaquant du Slovan Bratislava en Slovaquie, qui a marqué 5 buts lors des qualifications. C'est le deuxième meilleur marqueur des qualifs derrière Pitropa lors des qualifications. Et à côté de lui également, il y a Idriss Sassila qui, actuellement, je crois, il a un problème de blessure. Et on ne sait pas si on va l'amener finalement ou pas, parce que c'est un trio offensif qui va faire sûrement très mal équipe lors des qualifications. Après très mal parce que tous les trois ont marqué. Marc, dans cette sélection guinéenne, il y a deux joueurs, enfin il y a un joueur aussi, le frère Pogba, qui fait Florentin, qui fait partie de la future ossature de cette équipe. J'ai une question piège pour vous, Marc-Lionel Chouamon. Êtes-vous prêt à la répondre? Sûr. Très bien. Regardez en image. Lequel des deux est Florentin Pogba? Florentin Pogba, c'est celui qui est à gauche de l'écran. Voilà. C'est celui qui est à gauche de l'écran. Pogba est derrière, et puis l'autre... Mathias. C'est Mathias. Ouais. Sur ce, je vous invite, messieurs, dames, à suivre le Zapnet de la semaine. Staje oko w oko z Kubą Wesołowskim, Adamiak! Proszę sobie oglądać tego karnego długo i ciekaw jestem, czy tak na bieżąco są Państwo w stanie zobaczyć, jak strzelił Adamiak, jak ta piłka do bramki wpadła. Co ten facet to będzie hit zrobił? internetu. Co on zrobił? Et 2 du Real. Là, il y a 2 gros clients. Premier élan pris par Bale. La frappe, elle est belle de Bale. Quel coup franc admirable du Gallois. Gareth Bale vient tromper Casilla avec l'aide du montant, mais cette frappe est brossée avec tellement de beauté. 8e but en championnat pour Bale et 2-0 pour le Real.
матчем. Самих себя образца Фабио Капелло, когда счет 1-0 в любом матче. Юве устраивает. Поль Погба! Поль. Наверное, потому чтобы этот гол не затмил этот финт. Разве можно так издеваться над соперниками? Эластику! Même s'il y a un changement de sélectionneur, c'est parce que nous souhaitons pour Didier Deschamps, chacun a son avenir, vous ne vous posez pas la question. L'euro est en France. Non, mais déjà, vous pensez que d'ici l'euro, il y aura un changement d'entraîneur? Moi, je pense pas, personnellement. Tout peut se passer, vous-même, vous me l'avez dit. Dans le football, tout peut se passer. Non, je pense pas. Et puis, c'est pas ce que je souhaite. Il fait du bon boulot avec l'équipe de France. On va parler honnêtement. Il fait du bon boulot avec l'équipe de France. Si vous parlez, comme disait Louis, si vous parlez. Pour moi, le mal est déjà fait. Moi, j'ai pas de problème avec lui, mais le mal est déjà fait. Est-ce que c'est pas ça la nature humaine? Est-ce que c'est pas se retrouver finalement, on bouffe un morceau et on discute et... Mais non, mais je ne sais pas moi. Non. Moi, j'ai dit, mon rêve, c'était de jouer une Coupe du Monde. J'ai raté 2 Coupes du Monde. Je suis quelqu'un de rancunier. J'ai des défauts. Je suis quelqu'un de rancunier, moi. Après, c'est comme ça. Mais non. Je demandais juste une explication, avoir une discussion entre hommes. Maintenant c'est fait. Et puis, il y a des jeunes, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, ils sont talentueux, il faut les laisser jouer. Et il y a l'Euro 2016 en France, il y a une Coupe du Monde aussi à préparer. Ça serait bien de la préparer avec la même ossature et avec ce groupe qui est jeune. C'est reparti pour les aventures folles de Samedi Sport sur les antennes de Canal2 International. On va aborder le deuxième sujet de cette édition autour du Ballon d'Or de Ronaldo qui suscite d'ores et déjà de nombreuses contestations. Alors, on va s'intéresser à l'idée de savoir quelles en sont les raisons. Avant d'ailleurs d'aborder ce sujet, juste ces petits documents à l'image, parce que pour la première fois au Cameroun, en tout cas dans cette zone de l'Afrique, un média local a été accrédité pour cet événement. Malheureusement, parce que nos partenaires éventuels n'étaient pas encore alertés, je n'ai pas pu me rendre, on va le dire clairement, je n'ai pas pu me rendre du côté de Zurich pour essayer de couvrir pour cette édition, pour les antennes de Canal 2 et seulement cet événement. Ce n'est que partie remise, on vous rassure. On évolue donc assez rapidement avec cet autre élément concernant la conférence de presse qui s'est tenue justement lundi dernier, il était 3 heures de l'après-midi, en compagnie de Cristiano Ronaldo, Messi que vous voyez et Manuel Neuer, avec cette phrase choc de Cristiano Ronaldo que vous allez voir à l'image. Ce serait vraiment intéressant de jouer avec ces deux-là. J'aimerais bien moi. Alors, sincèrement, vous pensez qu'il est sincère? C'est de la langue de bois, Lydie Abeko, de la part de Ronaldo, lorsqu'il pense que ça l'intéresserait vraiment de jouer avec ces deux adversaires pour le Ballon d'Or, notamment Neuer et Lionel Messi? Bon, je pense qu'il faut savoir être diplomate quand on est un bon joueur et une grande personnalité. Bon, langue de bois, je ne sais pas, je ne suis pas Ronaldo, mais je pense que c'est une façon de féliciter les autres participants, on va dire ça comme ça, et d'être poli. Très bien. Et vous partagez le même point de vue que Lydie sur ce coup, de la part de Cristiano? Je pense très sincèrement que Cristiano Ronaldo, c'est un performeur. Et comme tous les performeurs, il aime être entouré de très bons joueurs. Et je pense qu'il a beaucoup de respect pour Lionel Messi. Peut-être un peu moins pour Neuer, c'est ça? Non, il a bien dit, il aimerait bien jouer avec ces deux. Ah, d'accord. Il n'est pas en concurrence avec Neuer pour quoi que ce soit, donc je pense pas qu'il y ait un souci Lionel avec ça. Messi a dit que ce serait difficile qu'il se retrouve... Bien entendu, vu la valeur de ces joueurs, avec aujourd'hui le fair play financier, je ne vois pas comment on pourrait réunir 3 joueurs de ce calibre-là. Bon, la façon dont il a tourné ça veut dire qu'il n'y a pas de place, suffisamment de place sur un terrain pour ces deux joueurs. Justement, ils se respectent. Bon, peut-être dans le cadre d'un match amical, d'un match de charité, quelqu'un aura la bonne idée de les rassembler. Bizarrement, on ne l'a pas encore fait. Justement, cette conférence, costume de Lionel Messi, en tout cas, Lydie Abeko semble... En tout cas, on ne pas partager cet avis. On va donc évoluer avec justement cette soirée, début de cette soirée, pour certains qui l'ont suivi, car nous l'avons suivi au Cameroun avec les canaux qui permettaient de les avoir. On va d'abord observer un point avec celle qui présentait cet événement, que vous allez voir en image, la dénommée Kate Ado, journaliste Sky chez nos confrères de Sky Sport. Pas mal. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Je pense que ce n'est pas pour ça qu'elle a été choisie pour cet événement. C'est aussi pour ses compétences. Ça aide quand même. Cependant, justement, la question revient à Lydie Abeko. Lydie Abeko,
le fait justement que la FIFA a des Qui est très bien demoiselles, aussi. Parlant de bien plastique. qui a de la je vous en prie, c'est Georges Guébous, qui a de la compétence et qui se retrouve en train de présenter, comme elle-même le disait, c'est un véritable honneur. Est-ce que la FIFA n'est pas, par ricochet, en train de faire de la promotion du féminisme allant dans ce sens? Promotion du féminisme, non, mais ce qu'ils veulent dire par là aussi, c'est que le football, le sport, ça ne concerne pas que les hommes. Je pense qu'ils veulent réunir, aller chercher un public, n'est-ce pas, qui est autre. Et aussi, faut savoir que c'est une cérémonie, c'est un gala. Ça veut dire ça va outre que le sport. Il y a les sponsors qui sont derrière, il y a la plastique, il y a l'image, il y a tout ça qui compte. Donc, je pense qu'ils ont fait un bon choix et c'est bien que parmi autant d'hommes, il y ait quand même au moins une femme. En tout cas, Georges Guimbos ne semble pas être dessus, Stéphane Jamel non plus, qui sous ce coup ne prend pas la parole curieusement. Alors, on avance avec... On avance. C'est pas le pouvoir, je vous en prie. On avance avec une autre remise qui était plutôt symbolique, celle de la presse sportive pour le doyen de la presse internationale, le japonais Hiroshi Kagawa, que vous allez voir en image. Stéphane Jamel, un mot pour Hiroshi Kagawa, dont la FIFA remet un prix symbolique comme ça pour toutes ces années passées au service de la presse. C'est quand même... Oui, c'est aussi les symboles, parce qu'en vérité, il y a toujours une éthique, soit dans l'activité, comment dirais-je, médiatique, dans l'activité sportive. Je crois qu'il faut toujours savoir que tout part d'une racine, quoi. Il faut toujours avoir de la gratitude par rapport à ça, quoi. Il ne faut jamais mépriser d'où on vient, et ceux qui nous ont dévancés, nos dévancés doivent être récompensés. Et je crois que c'est à juste titre que ce Japonais a été effectivement... Très bien, oui. Non, mais je veux juste rappeler, je pense qu'il a couvert la Coupe du Monde. Il a 90 il a couvert, effectivement, ans, ouais. le journaliste le plus âgé à avoir, bien sûr. couvert la Coupe du Monde. C'est lui. 90 ans. C'était une démarche personnelle de... Blatter l'a dit pendant la cérémonie d'ailleurs, c'était une démarche personnelle de Seb Blatter. Et par rapport à cela, on évolue avec une autre actualité, une autre remise, bien sûr, celle du meilleur entraîneur. L'entraîneur de l'année qui a été remis à Joachim Löw, qu'on va voir en image, Maglunez Chouamou. Surpris ou pas? Surpris ou pas que ce soit Joachim Löw, pourquoi pas Ancelotti, dans une moindre mesure? Bon, si on reste quand même sur la logique du fait qu'il a remporté quand même le mondial, c'est une compétition, c'est vrai que ça s'est joué en un mois, mais il faut prendre également avec les qualifications pour cette Coupe du Monde-là. Joachim Löw, avec le système qu'il a mis en place, l'Allemagne a presque marché sur cette compétition, il faut dire, choses comme elles sont. À part un ou deux matchs, je crois le fameux match contre l'Algérie où l'Allemagne a dû sortir ses tripes également. Mais Joachim Löw a révolutionné un tout petit peu le football allemand en essayant de copier un tout petit peu ce que le Bayern Munich faisait avec Pep Guardiola. C'est souvent bien de regarder les matchs parce que ça aide, parce que lorsque vous voyez l'âme jouer toute une saison avec le Bayern Munich au milieu de terrain et joue aussi bien, vous ne pensez plus à le mettre comme latéral droit, donc vous pensez à une autre alternative. Et on fait des parallèles avec Carlo Ancelotti, remporte la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde pèse plus lourd. Mais bizarrement, au Ballon d'Or, on va y arriver, Marc Chouamou. On va y arriver. Autre paire de manches. On y arrive justement pour s'intéresser à l'équipe type de la FIFA. Je vous invite, Georges Guimbos à faire une analyse de cette équipe type qu'on revoit en image, avec un rectificatif que je tiens à souligner, parce que sur certains médias, on a grossièrement fait l'erreur de dire que la FIFA se serait trompée dans l'analyse, dans le choix des défenseurs. C'est-à-dire que Lam passait à l'axe central, Ramos passait également à l'axe central, et David Luiz passait à gauche, etc. Tandis que là, voilà le vrai classement qui a été diffusé par la FIFA. Je vous invite, Georges Guimbos, à nous donner nous faire une analyse de ce classement. Exact, d'ailleurs. Il n'y a rien à dire pour le gardien, Manuel Neuer. À droite, Ramos. À l'axe central, c'est assez surprenant. Thiago Silva, malgré une année 2014 quand même assez mitigée, il a fait un bon début d'année civile. La seconde moitié était quand même catastrophique. Bon, il garde la réputation d'être l'un des meilleurs défenseurs du monde, donc c'est pas très surprenant. Par contre, pour Thiago Silva, David Luiz, c'est franchement une surprise. Maintenant, il faut préciser, ce n'est pas la FIFA qui fait le 11. Il y a 20 000 votants, il me semble, qui choisissent ce 11-là. Donc, les joueurs ont estimé que c'était les meilleurs sur l'année 2014. Donc, le reste des postes... 20 000 votants 2 000 ou 20 000, Non, pour l'équipe type, quand même, il y a un comité qui est mis en place quand même pour l'équipe type avec des directeurs techniques. On y arrive. On y arrive, Maglunez Chouamou et Georges Guimbos, puisque vous semblez avoir le doute. On va porter un peu plus d'éclaircies au fil de cette émission concernant cela, avec notre récompense, celle du prix Puskas, qu'on va voir aussi en image, notamment les nominés, qui a été décerné à James Rodriguez, El Jugador, le joueur colombien qui a inscrit un super but. D'ailleurs, on en profite pour aussi s'intéresser à ce but inscrit, du moins
à cette photo que vous voyez également en image, autant pour moi, avec Nadine Kessler qui a été désignée joueuse de l'année, la joueuse du Werder de Brême que vous allez voir en image aux côtés de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Cela va nous permettre de s'intéresser à l'idée de savoir, puisque Ronaldo avait son ballon d'or, Ronaldo mérite-t-il son ballon d'or? Didier Abeko. En fait, c'est comme si vous demandiez, enfin déjà entre Messi, Ronaldo et Neuer, les trois méritaient le ballon d'or. Donc forcément, ils le méritent. Maintenant, par rapport à l'année 2014, c'est clair et net qu'il n'a pas gagné, on va dire, il n'a pas été champion en 2014, la Coupe du Monde presque totalement inexistante. Je pense qu'on l'a remercié parce qu'il a eu des performances quand même relativement constantes. Pendant tout 2014, moi ce que je retiens, c'est que c'est un gars quand même qui marque de la tête, qui marque des pieds, qui a beaucoup de charisme, qui a une aura, qui a une emprise et qui a le comportement parfait, excellent et qui en plus est adoré et idolâtré par les médias. Donc forcément, il semblait être la personne la mieux placée. Est-ce que c'est Saint-Germain, parlant de Cristiano Ronaldo, on n'a-t-on pas l'impression qu'il a un peu construit cette image au fil du temps, Ronaldo, avec les médias, ses supporters, les fans, etc. Oui, bien sûr, ce n'est pas interdit de construire une bonne image. Ce que je veux dire, c'est que si nous définissions le Ballon d'Or comme, on va dire, la performance individuelle, il faut savoir que durant l'année 2014, Ronaldo a quand même gagné pas mal de choses, la Champions League, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Roi, etc. Donc vraiment, si on l'a défini comme les performances individuelles, il est évident qu'à ce niveau-là, Messi était un cran en dessous. D'ailleurs, quand on voit les points, Ronaldo 37,5 points, Messi 15,5 points. Donc ça veut quand même dire que Ronaldo, dans le choix des entraîneurs, des capitaines et des sélectionneurs, et des journalistes, je veux dire, il a quand même un cran au-dessus pour l'année 2014. Donc maintenant, c'est vrai qu'au niveau du palmarès, Messi reste le plus capé, le plus titré, on va dire. Néanmoins, pour l'année 2014, Ronaldo mérite très largement. Et je rappelle d'ailleurs qu'il rentre dans le club très fermé des triples ballons d'or, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a que Cruyff et Van Basten et Platini à l'époque qui en avaient des crochets. Très bien, c'est Saint-Germain. Ceci va nous permettre d'avancer pour s'intéresser, n'est-ce pas, à cet élément de nos confrères de RMC, notamment pour vous expliquer exactement le mode d'attribution du ballon d'or. Je vous invite plutôt à suivre. 80, le pourcentage de l'or. Alors, c'est assez simple. Aujourd'hui, très exactement 624 personnes votent, les 208 sélectionneurs des pays membres de la FIFA, les 208 capitaines de ces sélections et 208 journalistes de ces pays. Par exemple, le sélectionneur et le capitaine de l'Andorre votent et ça vaut autant que Didier Deschamps et Hugo Lloris. Ensuite, on demande à chacun des votants d'établir un podium d'après une liste de 23 joueurs. Cette liste est établie au préalable par une commission de la FIFA composée d'anciens joueurs et un groupe d'experts du magazine France Football. On regarde les podiums des votants et on attribue 5 points au premier, 3 points au deuxième et 1 point au troisième. On additionne les points des 624 podiums et on a notre classement final. Bah oui, comme souvent, quand on change quelque chose, il y a un problème. Depuis sa mise en application en 2010, ce nouveau mode d'attribution a fait réagir. D'ailleurs, à RMC, on a aussi notre avis sur la question. On s'aperçoit qu'en fait, eh bien, le sélectionneur vote pour un gars de son pays, le joueur vote pour un de ses copains ou pour un joueur de son pays. On a, quand on consulte les votes des votants, des choses mais parfois grotesques. En plus, on sait que la plupart, certains ne votent même pas, c'est dire comme ils s'en foutent complètement de ce vote. Et eh bien en fait, j'ai l'impression en tout cas moi qu'ils ont compris le vote autrement, à savoir quel est le meilleur joueur. Voilà, c'est comme ça qu'en 2010, année du sacre mondial de l'Espagne, le Ballon d'Or a été remporté par Léo Messi. Si le classement des journalistes avait été le seul pris en compte, l'Argentin aurait terminé 4e et c'est Wesley Sneijder qui aurait été couronné. Le Néerlandais avait vécu une superbe saison, triplé Ligue des Champions, Championnat, Coupe avec l'Inter Milan et finaliste de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Merci encore à nos confrères de RMC, surtout à Alain Marchal qui nous facilite l'ensemble de ces éléments. Alors, on évolue assez rapidement pour une analyse rapide de cet élément, pour juste révéler cette petite information concernant le capitaine justement d'équipe nationale du Cameroun qui, d'après certaines indiscrétions pour le vote du Ballon d'Or, aurait voté Cristiano Ronaldo. Volker Fink, que je ne vous casse pas que c'est bien sûr Manuel Neuer. Alors, Marc Lunet-Chameau, on a parlé des différents corps qui votent. On va parler des journalistes, comme dit tout à l'heure dans les mondes, des entraîneurs et des capitaines. Alors, est-ce que
aujourd'hui retrouver Ronaldo et être désigné Ballon d'Or alors que nous sommes à l'année Coupe du Monde, on espérait sans doute que ce soit Neuer. Justement, merci de me tendre la perche parce que je voulais réagir justement. C'est pas trop tôt, je comprends. Sur cette année 2014, enfin, parce qu'en 2010, dans l'élément on l'a dit, en 2010, Messi remporte ce Ballon d'Or alors qu'on nous avait habitués à ce qu'en année de Coupe du Monde, que ce soit les performances en Coupe du Monde donnent plus de points, c'est-à-dire qu'on se focalise un peu plus sur la Coupe du Monde que sur les performances en championnat. Et en 2010, on a dérogé un tout petit peu à la règle et je crois que c'est là où il y a eu cette révolution. Parce qu'on a un tout petit peu mélangé les votes des sélectionneurs, des capitaines. Et il n'y avait plus que les journalistes qui votaient, donc on a fait tout un mélange. Et puis Messi est sorti gagnant, mais d'aucuns voyaient Iniesta prendre ce Ballon d'Or parce que la sélection d'Espagne avait gagné le mondial. Et puis il avait gagné tous les titres que Messi avait gagné également sur le plan individuel avec des passes décisives. Mais en 2014, on retrouve Ronaldo qui l'emporte. Il faut quand même dire que Ronaldo sur le plan individuel, c'est une année quand même brillante, 61 buts marqués en 62 matchs, nul n'a fait en année civile, donc ce n'est pas rien de lui donner ce ballon d'or. Moi je trouve qu'il mérite ce ballon d'or sur le plan individuel et en termes de titres également, il a gagné plus de titres que Messi. Messi a affiché néant cette saison en termes de titres. Sur le plan individuel, il a battu quelques records, mais ce n'est pas suffisant pour gagner le ballon d'or. J'ai oublié de vous poser la question, vous n'êtes pas pour Ronaldo par hasard, non? Ce n'est pas un problème d'être pour Ronaldo ou pas. Non, c'était juste une question. Non, ce n'est pas un problème d'être pour Ronaldo ou pas, Eddy Giscard. Je trouve que je parle avec ce que j'ai. Je parle avec ce que j'ai sur le plan des chiffres. Et en 2010, d'ailleurs, Messi était très au-dessus des autres, avec sur le plan individuel des prestations énormes. Et sur le plan collectif, il y avait des titres. Donc, très bien, avec vous, Georges Guimbouz, pour réagir sur cet élément, ce tableau qui révèle les statistiques des votants, du moins des corps. Il y a différents corps qui ont voté, que vous allez voir en image. On va voir le vote des journalistes, le vote des capitaines et le vote des sélectionneurs. Alors, décryptez-nous assez rapidement, Georges Guimbouz, cela. Et avec cet élément, on comprend que, quelle que soit la valeur de lambda, Manuel Neuer n'aurait pu jamais être désigné Ballon d'Or. Mais bien sûr, dans tous les corps des votants, Cristiano Ronaldo était le premier. Manuel Neuer aurait pu être deuxième, mais pas troisième, parce qu'il y a eu, au niveau des journalistes, il était premier. Bon, après, les capitaines et les sélectionneurs, c'était Messi. Maintenant, moi, je dis, il faut se placer un peu du point de vue d'un entraîneur de football ou bien d'un joueur de football. Quand vous pratiquez quand même le football et qu'on vous balance une liste, on vous dit de ces 23 joueurs pour vous qui a été le meilleur sur la saison écoulée, il est difficile pour un footballeur sur la saison écoulée de penser à quelqu'un d'autre que Ronaldo ou de faire dire à un footballeur, un sélectionneur que Manuel Neuer a été meilleur que Messi. Donc, ce n'est pas la FIFA qui attribue, c'est un vote. Il faut respecter la choix. Il y a quand même un panel énorme de votants. Il faut respecter ça. Maintenant, juste une petite parenthèse, Manuel Neuer n'a déjà même pas été le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Donc, s'il avait même fallu prendre le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ce n'aurait pas été lui. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était Messi. Il n'était que le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Donc, je ne vois pas sur quel critère on aurait pu venir dire que si on prend le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ce serait le meilleur. Quand on prend le cas de la Coupe du Monde de Messi, quand l'Italie l'a remporté, Buffon était parti pour être le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, c'est extrêmement rare dans l'histoire du football qu'un gardien soit nommé Ballon d'Or. Deuxième fois, Yashin, ça remonte à 63. C'était un gardien extraordinaire. Après cette année-là, il fallait voir les personnes qui étaient... Non, il faut aussi préciser, il n'y a aucune loi qui dit que les années de Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui doit prendre. Maintenant, il est arrivé ce cas-là en 2006, parce qu'il faut préciser. Lorsque vous avez au cours d'une saison de Coupe du Monde, vous n'en avez pas un qui a été largement au-dessus des autres, il est logique de se concentrer quand même sur la compétition majeure de l'année et de reprendre celui qui a été exceptionnel. Mais lorsque, sur une année comme 2014, Cristiano Ronaldo il a fait une très mauvaise Coupe du Monde parce qu'il était blessé, mais vous ne pouvez pas venir dire que sur l'ensemble de la saison 2014, il y a quelqu'un qui lui a... Voilà, au niveau du club, il a performé. Très bien, justement. En 2006, quand même, Manuel Chameau, c'est Stenjamin. C'était pas mal, Thierry Henry. Filet d'or européen. Thierry Henry a souligné. Filet d'or européen, finaliste de la Ligue des Champions, c'était pas rien. Il n'était déjà pas meilleur qu'Eto'o en 2006. Non, finaliste de la Ligue des Champions, mais filet d'or européen, je Eto'o était le meilleur joueur UEFA en 2006. La FIFA se réconcilie avec un Thierry Henry en le faisant participer. Ah, justement. Oui, bien sûr. Très bien, si c'est une autre analyse, je vous en prie. Eto'o méritait largement plus que Thierry Henry. Bon, on espère que la prochaine fois, c'est lui qui va remettre les prix. Yaya Touré aussi. Pour le prochain. On évolue, puisqu'on parle de 2006, 2010, 2014, on parle des chiffres. On va donc s'intéresser aux chiffres du Ballon d'Or que vous allez suivre en images. 80. Le pourcentage de lauréats et finalistes qui, lors d'une année de Coupe du Monde, ont participé à la finale du 10 mondial.
Seuls Hristo Stoichkov en 1994 et Lionel Messi en 2010 n'ont pas atteint ce rendez-vous ultime. Rappelons que cette année au Brésil, le titre s'est joué entre l'Allemagne de Manuel Neuer et l'Argentine de Léo Messi. Le Portugal de Cristiano Ronaldo avait été écarté dès la phase de poule. 20. L'âge du plus jeune vainqueur du Ballon d'Or, Ronaldo en l'occurrence, distingué en 1996. Cette année-là, le phénomène brésilien évolue au PSV Eindhoven, puis au FC Barcelone et vient de remporter une Coupe des Pays-Bas, une Super Coupe des Pays-Bas et une Super Coupe d'Espagne. Couronné pour la première fois en 2009, l'année de ses 22 ans, Lionel Messi est le deuxième Ballon d'Or le plus précoce de l'histoire. 12. Depuis 1991, l'Amérique du Sud a accueilli le Ballon d'Or à 12 reprises, soit 2 fois de plus que l'Europe. Le Libérien George Weah, plébiscité en 1995, faisant figure d'exception. 7 Européens, Lothar Matthäus, Marco van Basten, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Luis Figo, Fabio Cannavaro et Cristiano Ronaldo ont néanmoins été distingués contre 6 Sud-Américains, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka et Messi. En termes de nationalité, le Brésil est à l'honneur, avec 8 années en or devant l'Argentine 4, le Portugal 3, la France et l'Italie 2. 8. Pour la 8e année consécutive, Lionel Messi sera du podium du Ballon d'Or. Lui qui a terminé 4 fois à la première place et 3 fois à la deuxième depuis 2007. Pour son rival Cristiano Ronaldo, il s'agira de la 4e fois d'affilée. L'intéressé Ballon d'Or 2008 ayant également réalisé une passe de 3 entre 2007 et 2009. 7. Cette fois, l'Espagne a eu un représentant sur le podium final du Ballon d'Or depuis 2001 sans jamais avoir l'occasion de célébrer le vainqueur. Xavi notamment a échoué à 3 reprises sur la 3e marche du podium, André Iniesta 2 fois, Fernando Torres et Raúl ayant également vécu pareille désillusion. L'Angleterre aussi a eu son lot de déconvenus avec Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard et Steven Gerrard parmi les grands déçus, même si Michael Owen a pu triompher en 2001. 5. Ils sont 5 maudits à avoir terminé plus d'une fois à la 2e place. Si Léo Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont chacun connu cette position de premier dauphin à 3 reprises, ont eu leur lot de consolation, Hristo Stoichkov, David Beckham et Thierry Henry n'ont pas eu cette chance. Le Bulgare s'est incliné devant Marco van Basten en 1992 et Romario 2 ans plus tard. L'Anglais a été coiffé au poteau par Rivaldo et Luis Figo en 1999 et 2001. Et le néo-français est resté dans l'ombre de Zinedine Zidane et Ronaldinho en 2003 et 2004. 0. Aucun gardien de but n'a jamais été élu meilleur joueur de l'année FIFA. Manuel Neuer peut faire figure d'exception, lui qui sera assurément le 2e portier à finir sur le podium après Oliver Kahn, autre joueur du Bayern en 2002. Les défenseurs eux aussi sont rares dans la course aux honneurs. Paolo Maldini et Roberto Carlos, 2e en 1995 et 1997 respectivement, et Fabio Cannavaro, vainqueur en 2006, sont les seuls à figurer au palmarès. Retour sur le plateau de Samedi Sport. On rappelle juste que l'élément avait été monté par Luc Thierry et été présenté par Bertrand K. Alors on évolue assez rapidement avec toute autre information, avec ce que vous verrez en image autour d'El Mundo Deportivo, qui a titré au lendemain de cette soirée, de cette nuit, avec notamment ce qu'ils ont considéré comme étant los secretos de la noche, notamment les secrets de cette soirée, avec cet élément que vous allez avoir en image, j'espère en tout cas. Concernant quelques petites infos, notamment sur l'arrivée, du moins le couac entre le président Florentino et Di Maria, qui se sont croisés dans les couloirs de cette soirée, et qui n'avaient décidément pas envie de se serrer la main, tellement l'ambiance était houleuse, au vu du départ assez compliqué. Je rappelle que vous allez voir en image cet élément, bien sûr, autour de Di Maria et Florentino Pérez. Oui, en effet, il y a eu un petit... Bon, vous savez, les journaux, des fois, amplifient un peu les événements. Di Maria n'a pas été satisfait de son traitement au Real parce qu'il réclamait quelquefois des augmentations, il avait du mal à les recevoir. Donc, se voir pousser vers la porte et voir arriver Bale et que le Real ait mis autant d'argent, malgré que lui, Di Maria, s'était démené pour la conquête du trophée européen la saison dernière, la Champions League.
Donc après, en coulisses, on ne peut pas savoir comment s'est passée la séparation entre Di Maria et le Real de Madrid. Donc ils ont certainement des petits différends. Mais en gentleman, Florentino, c'est un grand seigneur. Di Maria, c'est quand même un joueur professionnel d'un certain niveau. Je ne pense pas que c'est une brouille aussi grave que ça. Mais bon, les journaux sont toujours assez friands de petits événements, de petites anecdotes. Voilà. Bien sûr, très bien. On va donc introduire le prochain sujet de cette édition. Avant cela, ce petit message de sensibilisation. Pourquoi la polémique autour de Lionel Messi du côté du FC Barcelone continue-t-elle à enfler? On va donc s'interroger à cette question. Alors, avec vous, Georges Guimbous, que se passe-t-il au Barça pour le cas Lionel Messi exactement? Selon les dernières déclarations de l'entraîneur du Barça, Luis Enrique, et Lionel Messi lui-même, il n'y aurait pas de problème. S'il y avait un problème, ils auraient fait la paix. Mais certainement, il y a eu des petites tensions. Messi, on l'a vu sur le banc, ça arrive assez rarement. On l'a vu sur le banc, il n'a pas apprécié. Le lendemain, il n'est pas venu à l'entraînement, il a prétendu une gastro. Et comme le disait le grand Xabi lui-même, généralement dans le football, la gastro, c'est souvent un bon prétexte pour ne pas venir à l'entraînement. Donc, mais Messi est quand même réputé ne pas être facile dans le vestiaire. Il a eu des problèmes avec le jeune Théo à l'époque, à qui il avait vertement dit après un match: tu joues au Barça pour me faire les passes et c'est moi la star ici. Il avait dit à Sanchez une fois: pour autant de déchets que tu as dans ton jeu, je ne comprends pas quand tu es payé aussi cher. Donc il a beaucoup de problèmes avec les joueurs. Il avait fait un texto à Guardiola pour que Ibrahimovic se fasse virer du Barça. Il a obtenu sa tête, il a obtenu la tête d'Eto'o, de Ronaldinho, de Deco. Donc, selon toute vraisemblance, Messi ne serait pas un enfant de cœur dans le vestiaire, mais vu les performances quand même qu'il a sur le terrain et vu tout ce qu'il a apporté au FC Barcelone, on peut lui permettre ces petits caprices parce que bon, il a tout le vestiaire derrière lui, tous les joueurs l'adorent. Dans la région de Barcelone, c'est un dieu. Donc voilà, il peut, moi à mon avis, quand on rapporte autant en club, on peut se permettre des petits caprices, mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Lui, son coach... on fait la paix et tant mieux pour le Barça. Très bien. On va évoluer avec ces éléments concernant les médias étrangers, notamment l'équipe, qu'on va voir bien sûr à l'instant, et qui, il y a quelques jours, a titré Messi qui défie le Barça. On évolue également avec le quotidien Sport en Espagne, qui a également une titrage assez conséquente, qui parle de ruptura, c'est-à-dire que Luis Enrique et Messi, ni se hablan, c'est-à-dire que Luis Enrique et Messi ne se parlent pas, et la situation est décidément très tendue entre les deux. Moi, je dirais, Edith, encore une fois, il faut se faire prendre du recul. Les médias ont besoin d'avoir de l'information et d'en vivre. Donc, quand on regarde comment cette polémique a été présentée et comment est-ce qu'elle a enflé, on parlait même du départ de Messi du Barça, ce qui paraît totalement, mais je veux dire... Mais Didier, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que Georges Guimbous a relaté tout à l'heure concernant le cas Messi? Là où les avis sont divergents concernant la personnalité de Messi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est quelqu'un de très timide, qui n'aime pas les conflits ni les confrontations, mais par contre qui est ultra influent effectivement dans le vestiaire. C'est-à-dire que comme on sait que c'est le petit chouchou et que forcément si Messi est de la partie et qu'on est de la tactique avec Messi, ça va bien se passer, il a de l'influence. Maintenant, de là à dire que... je suis d'accord sur tout, non, Georges, pour une seule raison, c'est que je pense que non, ce n'est pas forcément lui qui a eu la tête de tous les joueurs. Le cas Ibrahimovic a été prouvé, le reste, bon, c'est encore à savoir si c'est... Après, à la décharge de Messi, il subit énormément de pression. Lorsqu'on regarde le match du Barça, on s'attend à ce que Messi réalise un exploit et... moi, je pense qu'il est exigeant envers lui-même. Il est exigeant envers les autres. Être exigeant ne veut pas dire avoir la tête et être insolent ou être, maintenant, il a Neymar. Être capricieux. Il a Neymar, n'a jamais eu de problème avec Neymar. Exactement, parce que Neymar est à la hauteur. Il y a Suarez qui est arrivé. Bon, Neymar, il est suffisamment intelligent pour éviter les conflits. Depuis son arrivée, il se fait tout petit, il fait son truc. Il vient d'arriver. Attends dans quelques années. La dégradation de relations remonte, date pas d'hier quand même. Ça remonte à quelques temps déjà. Je me rappelle qu'en 2013, déjà, il y avait une question de fisc parce que Messi et son père étaient traînés au tribunal. Et Messi, à l'époque, je me souviens très bien, n'a pas eu le sentiment d'avoir été bien soutenu par le Camp Nou, enfin par les supporters du Barça et même par tout le club. Et à part ça, c'est vrai que quand le FC Barça a été défait par la Real Sociedad, il y a eu un clash dans les vestiaires entre justement Enrique et lui-même. Et effectivement, je crois que Messi voulait montrer vraiment qui est le vrai patron. C'est-à-dire qu'il y a eu le ton un peu monté. Et Messi a voulu quand même dire à Enrique que toi, tu n'es qu'un petit, quoi. Moi, je suis le dieu de la Catalogne. Et puis, voilà.
Et puis maintenant, je pense que dans le fond, Messi, c'est vrai qu'il est un peu contradictoire, parce que lors de la cérémonie de gala de remise de Ballon d'Or, il a quand même dit que je ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Je ne suis pas sûr d'être dans le Barça l'année prochaine. Donc quand même, c'est une phrase assez ambiguë, quoi. Mais qui est assez forte. Et puis, qui est assez forte. Maintenant, quand il revient, et puis quand le Barça gagne contre l'Atlético de Madrid, il dit que, ben non, de toute façon, je n'ai jamais pensé quitter le Barça. Mon avenir, c'est inenvisageable qu'au Barça. Et donc, on ne voit pas très bien où il va en arriver, et puis finalement, ça je dis exactement, il va en arriver, il va en arriver à une augmentation de salaire. C'est très facile. Très bien, mais Georges, je reviens avec vous. Est-ce que les propos de Messi, tout au moins, l'attitude de Messi n'est pas une conséquence, du moins, le départ de Zubizarreta n'est-il pas une conséquence de la situation avec Messi? Zubizarreta, qu'on va voir en image, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de problèmes en ce moment à Barcelone et c'est normal. On parle d'une fin de cycle depuis 2-3 ans quand même. Ça gagne de moins en moins, ça peine un peu plus. Messi est au club depuis l'âge de 13 ans. Donc tous les tauliers du club, les Zubizarreta, les Guardiola, les paix à son âme de regretter mémoire, comment il s'appelait Tito Villanova, c'est des gens du club qui l'ont vu grandir. Donc on peut comprendre que Messi soit un peu déçu du départ de Zubizarreta. Bon, après, le président d'ailleurs a demandé des élections anticipées à la fin de la saison au niveau de la présidence du club. Donc il y a quelques problèmes, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et sans te couper, je crois qu'il a demandé le retour de le Hollandais, là, le Black, là, comment ça s'appelle? Richcard. Mais justement, on va... Messi n'ira nulle part depuis le fait. Justement, on va évoluer avec une autre analyse autour du cas Luis Enrique Guardiola, qu'on va voir en image, pour essayer de comprendre si Messi n'est pas... les problèmes de Messi ne sont pas liés au fait que Luis Enrique n'a pas la personnalité qu'avait éventuellement Pep Guardiola au FC Barcelone. Tata Martino ne l'avait pas forcément. Tito Villanova, il était quelqu'un de discret. Ce n'est pas les mêmes caractères, ce n'est pas les mêmes personnages. Maintenant, après, les rapports entre Messi et Guardiola, ils étaient particuliers. Guardiola, un jour, en conférence de presse, a dit, on lui a demandé mais pourquoi il ne faisait pas souffler Messi. Il s'est moqué des journalistes en disant, vous voulez que je mette un joueur comme Messi sur la touche? C'est impensable. Bon, aujourd'hui, Enrique arrive pour marquer de son empreinte. De temps en temps, il le met sur la touche. Donc, c'est des personnalités complètement différentes. Et aujourd'hui, le problème que Messi a avec Enrique, s'il y en a un, Enrique, c'est un fort caractère qui a aussi une expérience derrière lui. Qui vit aussi mal le fait Il a la culture du club aussi. La culture du club qui vit aussi mal le fait que... Il vit aussi mal le fait qu'apparemment, effectivement, quand il était plus jeune, parce qu'il faisait partie des leaders de la sélection de l'épopée 90 avec les Stoichkov, Mario et Guardiola. Un jeune gamin qui était en centre de formation, aujourd'hui en train de implanter, dicter un mode de conduite. Messi, parce que Messi arrive quand même à 12 ans au Barça en 2004. Et donc Messi est grandi aussi effectivement dans l'esprit du club du Barça. Donc à ce niveau-là, même s'ils ont des âges assez décalés, c'est vrai que Messi aussi est né dans... Il peut revendiquer aussi cette racine-là en fait. Justement, marche un mot. Avec vous, ces propos qu'on va voir en image, Enquête, l'ancien bras droit de Franck Rijkaard à l'époque d'Eto Ronaldinho, qu'on voit justement aux côtés de Franck Rijkaard, qui a conseillé les dirigeants du Barça de vendre Messi. Je pense que quelqu'un qui a quand même été dans le club pendant pas mal d'années, il a compris. Je reviens un peu sur la différence avec Guardiola et Luis Enrique. Guardiola s'entendait bien avec Messi parce qu'il faisait le tapis rouge. Il déroulait le tapis rouge carrément à Lionel Messi pour ne pas avoir de problème. Et en conférence de presse, il dit « J'ai le meilleur joueur du monde ». À chaque fois, il répète la même chanson. C'est pour ça qu'il s'est mis à dos d'autres joueurs comme Ibrahimovic, presque du même acabit que Messi ou bien Samuel Eto'o et autres. Alors que Luis Enrique, c'est une autre forte personnalité. On a vu quand même, quand il évoluait avec le FC Barcelone, que ce n'était pas un enfant de cœur. Et pour marquer également sa rupture avec le temps de Guardiola et Villanova, qui étaient presque les mêmes personnes, il faut qu'il s'imprègne de là. Et il fait partie Messi, sûrement ça va apporter un peu d'accalmie. C'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Très bien, on avance avec tout autre élément avec El Mundo Deportivo, le quotidien espagnol, qui la titraille d'hier, qui a fait part du fait que fichar Messi est impossible. En gros, recruter Messi pour certains clubs, c'est décidément impossible. Pour des raisons qui sont invoquées, parce que les clubs qui veulent recruter Messi semblent être, comme on voit à l'image, Madrid, City, United, Chelsea et PSG. Et à la droite, trois raisons sont évoquées pour lesquelles, déjà, on parle du fait que, quel que soit le club qui pourrait recruter Messi, il ne va pas respecter le principe du fair play financier. Et deux, le montant qui est demandé par le club est autour de 500 millions d'euros. Et de trois,
le Barça n'est pas prêt de baisser le montant du transfert éventuel de ce joueur, et Messi non plus, ces situations amènent donc certains clubs à comprendre que l'opération Messi, c'est une opération. Mais je crois que quand on voit la Première Ligue, c'est quand même été le pays le plus dispendieux, je veux dire, lors du dernier mercato. Ouais. Donc on peut croire que c'est possible. Je crois que notamment Manchester United, ils ont démontré qu'ils avaient vraiment une caisse, je ne sais pas si sans dette ou quoi, je ne sais pas. Mais ils ont quand même relativement beaucoup d'argent pour recruter peut-être Messi. Mais ce que je veux dire, c'est quand on dit Messi coûte 250 millions d'euros. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est la clause libératoire. Oui, 250 millions d'euros. Ah ouais. Donc en même temps, il faudrait rajouter un petit peu les promesses de salaire parce qu'actuellement, il a 20 millions d'euros par an quand même, ça n'est pas rien. Ouais. Et quand vous regardez le classement Forbes l'année dernière, Messi passe de la 10e place à la 4e place des meilleurs sportifs les plus riches du monde. Les revenus, ouais. On lui a attribué quasiment 67 millions de dollars par an. C'est énorme. Très Qui peut le recruter? Il y a des mécanismes pour le faire venir. Oui, c'est pas facile à faire, mais c'est faisable. Très bien, c'est un domaine. Le fair play financier auquel tu tiens beaucoup, je crois que c'est très bien, c'est un domaine très bien à tout le monde. On va profiter de cela. Il n'y a pas de quoi, je ne manquerai pas de m'envoyer. Si vous avez un compte bancaire, faites un virement. Alors, très bien pour la situation. On va en profiter, n'est-ce pas, pour adresser ce message de condoléances à un confrère décédé la semaine dernière, qui a été récemment enterré du côté de son village. Je vous invite plutôt, messieurs et dames, à suivre. Je veux encore adresser ce message de remerciement à Noé Massouci, qui n'est plus parmi nous et qui m'a longtemps soutenu, même dans des situations les plus difficiles. Je l'ai connu, la personne, dans ces moments les plus sincères. Ça, j'ai le mérite de le reconnaître. Et c'est pour ça que je suis vraiment frustré par le fait qu'il ne soit plus parmi nous. Sachez que nous, en tout cas, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.